Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir l'auteur-illustrateur Benjamin Lacombe, qui décoiffe l'illustration jeunesse en la rendant plus mordante, plus pop, plus subversive, plus créative. Benjamin Lacombe a été membre de la commission jeunesse. Il a également été membre du comité Partir en livre du Centre national du livre 2023. Adieu la candeur d'Alice au pays des merveilles, adieu la petite sirène ingénue. Bienvenue dans l'antre fantastique lacombesque où des curiosités vous regardent d'un œil amusé. Les albums de Benjamin Lacombe font l'effet d'une fête foraine sans âge, assortie d'attractions étranges qui vous plongent dans des rêveries chatoyantes et lugubres, peuplées de fantômes échappés du théâtre No. Benjamin Lacombe intègre les Arts Déco en 2001. Il réalise un album de fin d'études, Cerise Griotte, qui sera publié par Le Seuil Jeunesse, qui devient son fidèle éditeur. Ensuite, Benjamin Lacombe devient un marathonien de l'illustration, en proposant chaque année au moins un album. Parmi eux, citons Contes macabres, avec des textes d'Edgar Allan Poe, tomes 1 et 2, parus en 2010 et en 2018 aux éditions du Soleil. Notre-Dame de Paris, tomes 1 et 2, en 2011 aux éditions du Soleil toujours. Les super-héros détestent les artichauts, en 2014 chez Albin Michel Jeunesse. Alice au pays des merveilles et de l'autre côté du miroir, en 2015 aux éditions du Soleil. Facéties de chat aux éditions Margot, toujours en 2015. Et enfin, dernièrement, Sherlock, tomes 1, 2, 3 et 4 chez Flammarion Jeunesse et La meilleure maman du monde aux éditions Margot. Nous sommes également très heureux d'accueillir Olivier Souillet de la Galerie Maguen à Paris. Avant de commencer cette interview, je vous rappelle que Partir en livre, le festival du livre pour la jeunesse, soutenu par le Centre national du livre, se déroulera du 22 juin au 23 juillet partout en France. L'occasion de découvrir des auteurs et des illustrateurs à côté de chez vous. Bonjour à tous les deux. Tout d'abord, Benjamin Lacombe, comment se fait-il que vous ayez choisi l'illustration jeunesse pendant les Arts Déco ? C'est une bonne question parce qu'en fait, c'est pas ce que j'avais choisi au départ. C'est-à-dire qu'au tout début, quand je suis rentré aux Arts Déco, j'avais fait une bande dessinée. J'avais signé en même temps que mon entrée aux Arts Déco une bande dessinée qui s'appelait L'Esprit du Temps, que j'avais scénarisé et qui traitait, c'est marrant, d'un petit fantôme japonais. Et je pensais faire de la bande dessinée. Et au final, au fur et à mesure de mon cursus, j'ai découvert l'illustration et l'illustration jeunesse. Et j'y ai vu en fait un champ de liberté incroyable. Pourquoi ce goût du macabre, comme la mort, tapis dans un coin, qui nous regarde joyeusement ? C'est amusant parce que j'ai fait une 40aine de livres. Ouais. Et je pense que des livres sombres et macabres, sur ces 40, il y en a peut-être 6 ou 7. Mais c'est la question récurrente. C'est-à-dire, on va me dire pourquoi vous faites des livres sombres, on va me dire pourquoi vous faites des livres macabres, alors que c'est une toute petite partie de mon travail. Mais je pense que c'est une partie qui me différencie de peut-être d'autres dessinateurs qui ne vont pas vers ce chemin-là et qui marque les gens. C'est un peu pareil que les films ou les histoires d'amour qu'on va lire sont les histoires d'amour dramatiques en fait, dont on se souvient. Et finalement, les histoires d'amour où tout se passe bien, on a vite fait de les oublier. Et donc, j'ai pas forcément un goût prédominant vers le macabre et la mort. Ça fait partie des choses que j'aime et que j'aime explorer parce que je pense que en explorant en fait et en donnant aussi à lire autour de ça, ça permet de l'appréhender, que ça ne soit pas une terreur cachée, quelque chose qu'on ose même évoquer, à laquelle on ose penser, mais quelque chose qui fait partie de la vie en fait, parce que la mort fait partie de la vie. Et donc voilà pourquoi il arrive qu'on retrouve des albums qui traitent du macabre dans mon travail. C'est ce qui vous plaît également dans les contes ? Alors le conte, en revanche, ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît particulièrement et que j'explore beaucoup. D'ailleurs, depuis quelques années, je suis même directeur de collection d'une collection Les Classiques Illustrés chez Albin Michel, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime et que j'aime à faire redécouvrir, parce qu'en fait, des contes et plus précisément un classique devient un classique parce que les thématiques en fait qui sont dans l'essence du conte sont des thématiques qui parlent profondément de l'humain, de ce qu'il constitue, des problématiques en fait qui l'interrogent et qui dépassent
qui transcende les âges, le temps. Et je trouve ça fascinant comment on peut utiliser un objet de fiction, des figures du merveilleux. C'est vrai que j'aime de manière générale, que ce soit dans les histoires de création que j'amène ou que ce soit dans les contes que je vais illustrer, ne pas attaquer de biais une problématique, directement au contraire d'une problématique, mais l'attaquer de biais, c'est-à-dire passer par la fiction, utiliser le merveilleux, utiliser quelque chose qui va nous permettre de nous évader, mais qui va en même temps nous permettre de réfléchir. Merci Benjamin Lacombe. Comment se déroule chez vous le processus créatif, sachant qu'à l'instant présent, vous êtes en train de dédicacer un album? Alors, quand on fait une dédicace, c'est pas vraiment un processus créatif extrêmement élaboré parce que, en général, on a un matériel limité. C'est des dessins très rapides. Donc, je ne le mettrai pas trop dans le processus créatif, la dédicace. C'est justement quelque chose qu'on peut faire en parlant. C'est un peu comme... Il y a des gens comme ça qui dessinent au téléphone. Surtout avant, parce qu'on le fait moins maintenant. Mais c'est un peu du même ordre. Non, alors, mon processus créatif, il est... Comment je pourrais dire, chaotique. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout quelqu'un qui a des espèces de... J'écoutais des interviews d'Amélie Nothomb qui expliquait qu'elle se levait, je ne sais plus, à 4h du mat, et elle faisait ci, et ensuite elle écrivait jusqu'à telle heure, et tatata. Et j'admire en fait ça, et cette capacité d'appuyer sur on et d'avoir la créativité, et off, après faire autre chose. Moi non, ça vient à toute heure. Je suis en train de dessiner dans la dédicace un petit lapin. Je me sens vraiment très proche du lapin blanc parce que je suis tout le temps en retard. Donc, en fait, j'essaie juste de courir après le temps et de faire tout le travail que je dois faire un peu comme je peux. Donc, c'est parfois la nuit, c'est parfois le jour, c'est parfois dans le train, c'est parfois en allant voir mon galeriste. Ça peut être n'importe où, n'importe quand, en fait. C'est un petit peu comme ça. C'est presque plus difficile de fermer le robinet, en fait, de me dire, là, tu fais rien pendant, je sais pas, 15 jours, parce que ça, c'est terrible, parce que quand je pars en vacances, c'est là que me viennent plein de nouvelles idées de livres que je n'aurai pas le temps de faire. Donc, du coup, voilà, c'est un peu, pour l'instant, en tout cas, c'est un peu un espèce de maelstrom dans lequel je suis. En tout cas, c'est ce qui est intéressant chez Benjamin quand il est en phase de création. Il y a différentes phases de création chez Benjamin. Quand il est en recherche de documentation, de lecture ou même ses premiers crayonnés ou découpage d'un livre, c'est une phase où il a besoin quand même malgré tout de tranquillité. Par contre, quand il attaque la phase de peinture, c'est assez marrant, il va peindre une pièce pendant 1 ou 2 jours et pendant ce temps-là, il va t'appeler. On peut passer 3-4 heures au téléphone avec Benjamin. Il est en train de faire une magnifique peinture ou illustration de son livre, par exemple Les esprits et fantômes du Japon. Et pour autant, tu peux parler de 3 heures ou 4 heures, tu peux parler de tout et n'importe quoi. Il a cette capacité de pouvoir, cette phase de peinture ne lui demande pas de se renfermer sur son travail, sur sa concentration. C'est vraiment... Là, il est arrivé à un tel niveau de technique, Benjamin, en peinture, qu'il peut faire autre chose en même temps. Non, ce qui est vrai, c'est que quand on travaille... en tout cas, moi, quand je travaille sur le découpage ou sur l'écriture, c'est une phase qui est plus calme. Ça, c'est vrai que il faut pas être trop interrompu, faut pouvoir se concentrer parce que c'est le moment où on essaye d'un petit peu, rendre clair ses idées, parce que un livre, en tout cas moi, un livre ou même un projet d'expo, j'y pense des années avant. En fait, je me mets jamais à travailler sur un livre. Tiens, j'ai telle idée et clac, je m'y mets. Non. C'est j'ai une idée, je dis il y a peut-être quelque chose d'intéressant là-dedans et je le mets comme dans un petit tiroir. Et ensuite, c'est la vie, c'est-à-dire c'est tout ce que je vais vivre qui va me dire ça c'est une idée que je pourrais utiliser dans ce petit projet là, clac, et je le mets dans mon tiroir. Et en fait, c'est comme un petit millefeuille, c'est-à-dire ou comme une espèce de recette de cuisine. C'est-à-dire, quand tous les ingrédients sont prêts, c'est le moment où il faut commencer le livre. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai amassé la documentation, je vois clairement où je vais en termes de fabrication. Donc il y a des livres dont j'ai parlé à des éditeurs et ils vont sortir que 10 ans après, en fait. Par exemple, cette année, j'ai sorti La Petite Sirène. La Petite Sirène, j'ai parlé à mon éditeur de ce livre en 2011. Et voilà, il paraît, parce que c'était le moment, en fait, de le faire, parce que j'avais trouvé un certain nombre de docs, un certain nombre de trucs qui m'ont
tracé en fait la voie du livre et où je me suis dit, ah, là c'est bon, je suis prêt, il faut le faire. Et c'est comme ça que ça marche. Pour rebondir sur ce que disait Olivier. Et moi, il y a une chose qui m'a marqué. Un jour, Benjamin, je l'accompagne à une exposition en Espagne. Je crois que c'était le musée ABC. Ouais. Et je pense connaître très bien le travail de Benjamin, parce que ça fait 14 ans qu'on travaille ensemble, du moins. Ouais. Je travaille pour Benjamin. Et j'ai le souvenir, j'assiste à une conférence où il présente le livre Butterfly, un de mes livres préférés de Benjamin. Et ça m'avait étonné, je le connais parfaitement, on se parle durant toute la fabrication du livre, et là je découvre qu'il explique aux gens qui sont devant lui que le livre se passe sur une journée finalement, parce que le livre commence avec un lever de soleil et se termine avec un coucher de soleil et la mort de Butterfly. Et quand après j'ai regardé toute cette analyse, je me suis rendu compte, on définit souvent Benjamin comme un illustrateur, mais en vrai c'est vraiment un artiste complet, à la fois auteur, scénariste et illustrateur. Parce que je me rendais compte qu'il avait été au-delà du texte, comme tout le temps avec Benjamin, et qu'il avait eu cette idée-là de faire que le soleil se couchait avec elle et avec sa mort. Et j'ai trouvé ça remarquable. Et moi, alors que j'avais vu 2-3 fois le livre, je n'avais pas remarqué ça. Et ça, je trouve ça c'est assez génial de voir cette autre lecture qu'on peut voir à travers son travail d'adaptation à Benjamin. Il y a toujours, de toutes les façons, dans un livre, il y a des choses qu'on met, qu'on sait qu'on fait et pourquoi on le fait. Le lecteur va pas forcément le savoir, parce qu'il peut passer à côté de beaucoup de choses, mais le fait, en tout cas pour moi en tant que créatif, de le savoir, ça influe tout le livre. Et du coup, peut-être qu'un jour, au bout de la 20e lecture, les gens vont dire « Ah, mais dis donc !» et ils vont se rendre compte du truc, tout comme ce livre-là, c'est marrant parce que c'est un livre sur la métamorphose, sur la vie, la mort. Il y a deux côtés, en fait, c'est un leporello, recto verso. Et donc, en fait, on a d'un côté le livre où le texte et l'image ne se mélangent jamais. C'est-à-dire qu'on va avoir des doubles pages d'images, et en fait le texte c'est Pinkerton, les images c'est Madame Butterfly, et donc il y a cette difficulté de communication puisqu'ils ne parlent pas la même langue. C'est pour ça que le texte et l'image ne se mélangent jamais. Et en fait on a la vision de Pinkerton dans le texte, et au verso on a toute l'histoire, mais de manière métaphorique. Et là, c'est plus la vision de Madame Butterfly. Et cette métamorphose, elle peut se recréer aussi en pliant une page sur deux, une fois de plus, quand on voit que la moitié, et ça recrée un autre dessin. Et ça, je pense qu'il y a peu de gens qui l'ont vu, pour le coup. Mais moi, je le sais. Olivier, c'est quoi le rôle d'un galeriste ? Alors, je pense que le rôle d'un galeriste, c'est d'épauler un artiste, c'est d'être là quand il a besoin de nous, même pas. En vrai, on a dépassé le cap de galeriste et artiste, puisqu'on est devenus des amis très proches. Je considère Benjamin comme quelqu'un de ma famille, comme quelqu'un de très proche. C'est-à-dire qu'on ne s'appelle pas que pour des raisons professionnelles, mais aussi personnelles, quand il y a besoin de soutien moral ou autre. Mais surtout, ce qui est assez génial avec Benjamin, en vrai, voilà, Benjamin, faut être au niveau. Faut être clairement au niveau. J'ai la chance qu'il y ait une super équipe à la Galerie Magane, parce que Benjamin, c'est par exemple de dire dans un mois, il y a l'exposition à la galerie, Olivier, et j'aimerais qu'il y ait des troncs d'arbres dans la galerie, de la mousse sur les meubles, et voilà, où il va dire par exemple, pour l'exposition Ali, j'aimerais bien qu'il y ait 250 tasses anglaises qui arrivent et 150 tasses cassées. Et là, tu dois te dire, mais comment tu vas faire ? Et ce qui est génial avec Benjamin, il m'a obligé à sortir, tu vois, de qui je suis pour pouvoir arriver à son degré d'exigence à lui. C'est-à-dire que Benjamin, oui, il a sa scénographie, je ne peux pas lui amener une scénographie supérieure à celle que lui veut, parce que de toute façon, la sienne étant tellement, on va dire, parfaite, c'est le mot, que nous, on doit simplement être là pour lui offrir l'écrin pour son bijou. Et c'est assez génial, parce qu'en vrai, chaque exposition, c'est un défi, parce qu'on sait qu'il va faire quelque chose de complètement différent. J'ai le souvenir de la dernière exposition c'était la famille Appenzell. C'est que tout d'un coup, il nous explique qu'il faut qu'on mette un papier peint noir sur un carré dans la galerie. Et en vrai, on s'est rendu compte que le papier collait pas sur les parois de la galerie. Des bandes noires, et on a mis une semaine à 3 personnes pour coller le papier peint parce qu'il tenait pas. Et en vrai, et après, quand tu vois le résultat final, et toute l'expo, il y avait des endroits où il se décollait. Et il fallait le remettre. Mais ça allait avec après, cette idée. Ce qui était génial, c'est que tu avais rajouté en plus des rideaux rouges. Et donc en vrai, parce qu'il n'y avait pas que ce livre-là dans l'exposition, donc Benjamin voulait absolument couper cette partie-là de l'exposition de ses autres livres.
Et donc, d'un coup, quand les gens passaient ce rideau et voyaient... On rentrait comme dans un cabinet de curiosité où il avait mis des poupées, des objets. Et c'est vrai que d'un coup, voilà, on plongeait dans le cerveau, dans l'imaginaire de Benjamin Lacombe. C'était extraordinaire, quoi. Mais c'est vrai que moi, c'est une chance de pouvoir le faire, en fait. C'est vrai que tous les galeristes n'offrent pas cet accompagnement, cette aide, puis rebondissent avec des idées aussi, parce que c'est un échange. En fait, quand on fait une exposition, quand on monte une exposition, quand on fait un livre, on ne le fait pas tout seul. On le fait avec des équipes et c'est pas pour rien que ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble, parce qu'on travaille bien ensemble, parce qu'on se répond bien, parce que ça en fait, les idées jaillissent, on a des envies, on a envie de proposer des choses nouvelles. Et puis c'est amusant parce que la galerie, elle a déménagé. Donc moi, je m'étais habitué à un certain lieu avec une configuration qui était assez spéciale, mais qui était marrante. Et c'est un long couloir. Voilà. Et on a tout changé avec la nouvelle galerie. Et en fait, à chaque fois, c'est vrai que cette idée de surprendre à la fois la personne avec qui on travaille depuis longtemps, mais surtout les gens qui viennent, que quand ils passent en fait la porte de la galerie, ils se disent « Ah !» Ils ont l'impression de ne plus reconnaître le lieu. En fait, c'est quelque chose de différent. Mais si je peux me permettre, Benjamin Lacombe, en fait, vous êtes auteur-illustrateur, mais également... artiste, évidemment qu'on est artiste quand on est auteur et quand on est créatif, mais il y a cette dimension art contemporain. Oui, il y a cette dimension moi, je peux artistique qui est très forte puisque vous exposez. Oui, je peux en parler clairement, moi, en tant que galeriste, puisque maintenant, nous sommes à quelques mètres de la Fondation Pinault, qui est vraiment à quelques mètres de la galerie. Vous êtes situé où On est au 36 rue du Louvre. Et vraiment, on est à quelques pas. Et ce qui est impressionnant, c'est que les gens, c'est sûr que... Benjamin, il y a une particularité. Déjà, quand on fait un vernissage de Benjamin Lacombe, certains vernissages, on peut avoir qu'une centaine de personnes. Benjamin Lacombe, c'est des centaines de personnes qui font la queue pour espérer rentrer au vernissage, quoi. Et rencontrer Benjamin, voir un peu de sa lumière. Et alors, la particularité de son travail, c'est exactement ce que tu expliques, Pauline, c'est qu'il y a une part contemporaine. C'est-à-dire que ces illustrations, par exemple, Frida Kahlo est l'exemple parfait du côté contemporain de Benjamin, où au fil du livre, on avance avec sa maladie, et dans le corps, avec l'illustration, rentre dans le corps de Frida. Et les gens ressentent ça, évidemment. Et donc, dès que les gens, avant d'aller à la Fondation Pinault ou en sortant, ils voient les originaux de Benjamin, ils rentrent. C'est vraiment un aimant... c'est un amant, pardon. C'est un aimant. Les deux. Très bon amant et très bon aimant. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, ce que j'aime, en tout cas, c'est de pouvoir travailler sur mon univers et pour moi, chaque chose est différente. C'est-à-dire qu'à la fois, ça se complète parce que ce sont majoritairement des originaux issus de livres. On a fait une seule expo où on avait vraiment fait des images qui avaient été faites pour l'expo, qui date maintenant, qui s'appelait Memories. Et, mais sinon, en général, ce sont plutôt des œuvres issues de livres avec quelques pièces qui sont réalisées pour l'expo. Mais j'aime quand même reconfigurer tout ça et repenser ça comme une expérience, en fait. C'est comme une histoire, en fait, une exposition aussi qu'on amène en fait aux spectateurs. Et c'est vrai que pour moi, c'est important, tous ces trucs-là, le choix des cadres, voilà, comment on va articuler, en fait, tout ça. Ça donne pas du tout la même vision du travail, en fait. Et c'est vrai que moi, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. C'est vraiment quelque chose où je prends du plaisir à le faire. Enfin, il y a un vrai plaisir, il y a une vraie magie. Il y a des trucs qui marchent pas aussi. C'est-à-dire que à la dernière expo, on était sur Esprit et créature du Japon, et j'avais eu l'idée de faire qu'il y ait des esprits dans l'exposition. Et donc, j'avais fait des petits kodamas et j'avais sculpté une centaine de petits kodamas dans un matériau qui était de la polymère phosphorescente. Donc en fait, normalement, quand elle se gorgeait de lumière, eh bien, la journée, la nuit, en fait, ça s'éclairait comme des lucioles et tout. J'avais fait le test à la maison, ça marchait nickel et tout. C'était parfait, sauf qu'il y a eu un truc qu'on a appelé le Covid et le confinement, avec à 18h,
tout est fermé. Et donc, personne n'a vu mes esprits. Parce qu'en fait, l'idée que je m'étais dit, c'est le soir, quand la nuit tombe, que la galerie ferme, on va avoir tous ces petites lucioles à l'intérieur, et les gens, sauf qu'il n'y avait personne qui a pu les voir. On réutilisera cette idée dans une autre exposition. Personne n'a pu les voir. Et donc, mais c'était marrant. Et alors, du coup, bon, quand même, parce que je voulais pas qu'on pense que je suis fou. Des fois, il y avait des gens qui venaient et j'expliquais parce que Mais tu es fou, Benjamin. Et donc, du coup, je leur montrais, je prenais une des petites lucioles, je la mettais comme ça à la lumière. Et ensuite, je les dis, bon, venez voir et tout. Et alors, la seule pièce sombre dans cette C'était les toilettes. C'est les toilettes. Donc, du coup, et ils venaient avec moi, du coup, aux toilettes et ils découvraient le petit esprit qui s'éveillait, quoi. Donc, tu vois les clients ou fans accompagner Benjamin Lacombe aux toilettes de la galerie Daniel Maguen. Mais c'était des moments magiques quand même, ces moments de rencontre, et c'est des moments magiques de. Moi, il y a eu ce confinement par exemple, et on a travaillé parce que parfois on travaille aussi hors des murs avec la galerie, et c'est vrai que toute cette histoire du Covid, on a passé notre temps à essayer de trouver des solutions en fait pour quand même conserver le lien en fait avec et utiliser toute cette énergie à défaut que ce soit pour la galerie, pour d'autres et choses. donc on avait fait une exposition avec des rôles autour de Bambi et alors le vernissage était le jour du grand confinement et donc ah non mais ça ne s'invente pas. Et alors ça c'était très émouvant parce que bon, le jour du grand confinement il y a quand même beaucoup de monde qui sont allés chercher du papier toilette, et c'était extrêmement émouvant avec tous les problèmes de circulation et tout. Il y a eu près de 600 personnes qui sont venues pour le vernissage de Bambi, pour voir l'expo qui aurait dû durer qu'une journée du coup. Ouais. Puisque, donc avec toute cette énergie, puisqu'on avait mis une énergie pour cette exposition qui était incroyable. Et en fait, après, on a fait des lives, etc. Et puis, du coup, quand enfin le confinement s'est arrêté, on a eu un semi-confinement comme ça avec le soir de couvre-feu, et c'est là qu'on a fait l'exposition Shizen. Pareil, en essayant de créer aussi beaucoup de choses numériques, c'est-à-dire des visites virtuelles. La galerie, ils ont eu l'idée, ils ont scanné toute l'exposition, et en fait, on pouvait se balader. Il y a très peu de galeries. Aujourd'hui encore, tu peux visiter virtuellement l'exposition Shizen. Et on a aussi organisé énormément de dédicaces pour que tu puisses rencontrer tes fans sur ces moments où la galerie pouvait être ouverte. Justement, j'ai une question, Olivier. Comment expliquer cet engouement croissant de la part du public et de fait qui explique le succès de galeries comme la galerie Daniel Maguen, consacrée principalement, je crois, aux auteurs de bande dessinée. Oui. Voilà. Comment vous l'expliquez ça ? Alors, la force aussi, c'est que l'illustration, moi j'y travaille depuis un peu plus de 10 ans maintenant, et je pense que Benjamin a vraiment été un des fers de lance de l'illustration. Il y a très peu d'illustrateurs qui peuvent amener autant de personnes à la galerie. Et ce qui s'est passé surtout, c'est que Benjamin, c'est assez amusant, tous les originaux qu'on a vendus, parce que les originaux de Benjamin valent très cher, certains ont même été vendus à 50 000 €, faut donner des prix aux choses, et ça a été acheté par des gens, ce qui est assez amusant, qui ne lisaient pas les livres de Benjamin. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont acheté des originaux de Benjamin avant de lire ses livres. Et je pense même que certains ont acheté ces originaux et ne liront peut-être jamais ces livres. En vrai, c'est des coups de foudre graphiques. Moi, ce que je vois sur la galerie, pour répondre à la question, c'est il y a eu les deux choses. C'est-à-dire qu'il y a le travail d'Olivier qui est impressionnant, parce qu'il faut quand même se dire que des galeries d'illustration, il y en a très peu. C'est ça. Il y en a vraiment quasiment pas. Aussi, je crois que sur Paris, il y en a que 2 en fait, où il y a vraiment de l'illustration. Il y en a une qui est consacrée qu'à l'illustration et qu'à l'illustration jeunesse, mais qui est vraiment dans des proportions vraiment beaucoup plus petites. Et il y a la galerie Maguen qui, depuis, grâce à Olivier, parce que c'est vraiment l'impulsion d'Olivier, consacre quand même une place à l'illustration et arrive à avoir un rayonnement international là-dessus, parce que il attire des très grands illustrateurs comme Dave Cooper, Ashley Wood. Parce que il n'y a pas d'équivalent comme ça, par exemple, aux États-Unis. Il y a pas de, c'est quand même pas rien en fait. C'est assez dingue. Et alors, la bande dessinée, moi, de ce que j'ai vu en tant que spectateur, parce que on avait fait des choses, des ventes aux enchères avec Christie's, ou maintenant ils ont une maison de vente aux enchères Maguen. Je voyais, il y a des trucs qui se vendent à des prix mais complètement dingues, des Tintins, des machins. Et je me rappelle, j'avais discuté avec
à l'époque, c'était la directrice de Christie's et c'était quelqu'un qui avait acheté tous les trucs de Tintin et il lisait pas il savait pas lire le français en fait. Donc et en fait parce que Tintin, ça avait été la seule BD importée et ça représentait la liberté en fait. Ça représentait un ailleurs et c'est une part d'enfance en fait qui est achetée par des gens qui, une fois qu'ils sont plus grands, c'est clairement une Madeleine de Proust. Voilà, souvent la bande dessinée, ça marche quand même comme ça. C'est-à-dire que moi, je vois, quand je passe parfois, je vois Olivier qui s'éveille sur une page qui est la page de Torgal, ou je ne sais pas ce qui s'est passé dedans, mais bon, c'est la page de Torgal. Et donc, du coup, il la présente. Et le type à qui il présente, on a l'impression qu'il est en train de lui montrer... je sais pas moi, une apparition divine, quoi. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui est quand même de l'ordre et c'est ça qui est magique, c'est ça ramène à des moments de découverte et des moments de lecture. Parce que c'est quand même des images et des œuvres qui sont issues de livres et donc d'un processus narratif et donc aussi d'une histoire et d'émotions que véhicule cette histoire. Il y a le coup de foudre graphique, bien sûr qu'il y en a plein. Moi, j'ai un certain nombre de personnes et tout. J'ai aussi, certaines fois, et moi, ça me touche énormément, dans les gens qui achètent, qui vont demander de prendre un original ou un plus petit crayonné en 5-6 fois, mais parce que ce crayonné-là, ou cette illustration-là, c'était telle émotion au moment où ils l'ont découvert, par leur machin, etc. Ouais. Il y a quelque chose d'affectif, en fait, quand même, aux originaux d'illustration et de bande dessinée, qui est quand même très particulier et qui n'est pas forcément dans la même chose que dans l'art contemporain, où il y a vraiment une spéculation. Et c'est souvent quand même aussi des idées de placement, ou voire même une valorisation sociale d'acheter une œuvre d'art. Oui, c'est-à-dire qu'on atteint par cela, j'ai un Jeff Koons, alors bon, ça veut dire que j'ai réussi comme une Rolex ou un truc comme ça. C'est-à-dire, ça permet. Les origines de bande dessinée ou d'illustration, pas du tout. Il y a vraiment un attachement en fait à l'œuvre elle-même, parce que le fait de posséder tel original de bande dessinée, c'est pas quelque chose qui va briller en société nécessairement. Vous voyez ce que je veux dire ? À part peut-être Hergé ou je sais pas, mais voilà, c'est assez surprenant en tout cas de voir comment parfois, parce que je sais que par exemple sur Hergé, vous avez eu des réalisateurs de films très célèbres qui ont acheté des gens qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Et ça, c'est très touchant aussi. Est-ce qu'il y a un rapport peut-être filial ? Non, je ne sais pas. Affectif. Et vraiment la lecture de l'enfance. Hein. Mais pour la transition à la galerie, pour passer des originaux de bande dessinée à l'illustration, c'est qu'à l'époque, je travaillais depuis 10 ans avec Daniel Maguen, et je me rends compte que les clients qui viennent veulent tous des illustrations couleur. Et le métier d'un auteur de bande dessinée, c'est de raconter des histoires avec plutôt des planches de BD noir et blanc. Après, sont arrivées les planches de BD couleur, mais il n'a pas le temps de faire des illustrations. Et j'ai demandé à Daniel, je dis, Daniel, m'autorises-tu à m'occuper de l'illustration ? Parce que c'était déjà ce que moi je préférais, j'adore l'illustration. Et je regardais quels illustrateurs m'intéressaient, donc j'ai fait Jean-Baptiste Mon, Gerlé Ferronnière. Et puis un jour, je me rappelle, je découvre, et en même temps que j'ai un frère jumeau qui s'appelle Laurent, et en même temps, on le sait pas, mais on a un coup de foudre, on s'appelle, pour une couverture d'Éligie. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Benjamin. Et c'est une couverture d'un certain Benjamin Lacombe. Et je regarde, je dis, oh là là, il faut absolument que je le contacte, j'ai envie de travailler avec lui, c'est magnifique. Et en vrai, j'ai eu de la chance, parce que Benjamin peut peut-être te raconter l'histoire, Pauline, mais ce qui s'est passé, Benjamin, il est le choix entre 3 galeries à ce moment-là. Ouais, 3 galeries m'ont proposé en même temps de travailler avec lui. Je pense que je ne sais pas si c'est à Couve d'Éligie ou si c'est... On est 3 à lui avoir demandé en même temps de travailler pour une galerie, quoi. Je te laisse Benjamin raconter. Non, c'est vrai, vous avez eu 3, mais le plus sympa et le plus motivé, c'était Olivier. Après, c'est ce que je disais. Enthousiasme voilà, communicatif. Et en fait, c'est aussi de l'humain. Enfin, moi, c'est vrai que je pense quand même que je suis très fidèle, parce que on bosse ensemble depuis 15 ans. Soleil, j'avais 19 ans quand j'ai signé. Je travaille toujours avec mes éditrices et on va faire encore un livre là. Donc ça fera 21 ans quand même qu'on travaille ensemble. Et puis là, Albin Michel, ça fait pareil, 12 ans qu'on travaille ensemble. Donc c'est vrai que
on fait des livres avec des gens, on fait des expos avec des gens, et on se trouve et on finit par s'apprécier et apprendre à travailler ensemble et à être dans une émulation. C'est aussi beaucoup ça. Un parcours artistique, c'est aussi des jalons et des rencontres, en fait, qu'on fait successives, qui nous changent, qui nous font évoluer. Et c'est ça la magie, en fait, de la création aussi. C'est aussi ces rencontres. Tout à l'heure, avant de commencer l'émission, on parlait, Benjamin, Olivier, du succès outre-Atlantique de Benjamin Lacombe, et plus particulièrement dans les pays d'Amérique du Sud. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cet engouement-là et également de l'accueil qui vous est réservé, que ce soit en Italie, en Espagne, même plus qu'en France? Voilà. Moi, je peux, juste avant d'en parler, je vais raconter une chose qui m'a marqué, mais c'était pas en Amérique du Sud, c'était en Espagne. Et j'accompagnais pour la première fois Benjamin en Espagne en dédicace. Et on allait surtout à une exposition qui était importante, où la galerie prêtait les œuvres pour Benjamin. Et j'ai le souvenir de voir Benjamin en dédicace et des fans pleurer devant lui. Et Benjamin, un peu mal à l'aise, bienveillant, il commence à s'inquiéter. Qu'est-ce qui y va et tout. Et en vrai, non, c'était simplement, j'avais jamais vu des fans qui étaient à un tel point impressionnés de voir Benjamin Lacombe himself que j'ai voir pleurer. Et c'est ça qui m'a marqué dans ces déplacements avec Benjamin. Mais lui peut raconter plus les moi, autres. Ce qui m'a marqué dans le déplacement avec Olivier, et c'est là que j'ai vu aussi, et c'est quand même sa force, parce que Olivier parle un anglais que lui seul parle. Non, very good, Benjamin Lacombe. C'est quand même Very un good. anglais singulier. Il parle pas espagnol, et je l'ai vu parler avec tout le monde, arriver à quasiment vendre des œuvres sur place, avoir des discussions, mais pas de 2 minutes, des discussions de 15 minutes avec des gens, basculant du français à, je sais pas si c'était de l'espagnol. L'espéranto. L'espéranto. C'est là qu'on voit, je veux dire, cette capacité de communiquer ce qu'il a envie de dire et tout. C'était magique parce qu'il y avait vraiment, je dis, et je me rappelle, j'avais mon éditrice à un moment qui nous amène, qui elle était polyglotte et tout, et son mari qui ne parlait qu'espagnol. Ils étaient dans la voiture, ils se parlent d'un match de foot ou je sais pas quoi. Parce que le foot c'est sacré aussi. Moi je n'avais rien compris, évidemment. Mais les deux, et à la fin, il dit, parce que moi je parle un peu espagnol, et quand même super sympa, c'était hyper intéressant ce qu'on a dit. Bon, écoute, c'est Olivier. Et c'était assez magique. En tout cas, non, mais c'est vrai que c'est très émouvant et c'est aussi une des forces du livre, c'est qu'il voyage. C'est qu'il découvre d'autres territoires, d'autres cultures, qui résonnent avec ces cultures de manière complètement différente en fait. Tous les livres ne fonctionnent pas pareil dans chacun des pays. Ils n'ont pas le même accueil et surtout la même résonance chez les lecteurs. Ils sont tous différents, ces lecteurs. Moi, ça me touche énormément. Bien sûr que ça me touche quand je vois l'engouement des choses que là récemment j'ai fait en Italie avec des expositions. Là, je suis en train de finir. Il y a une exposition en ce moment sur Esprit et Créature du Japon et les fantômes du Japon, qui est une exposition dans le plus grand centre culturel consacré au Japon qui se trouve à Milan, de manière étonnante, qui s'appelle Tenoa. C'est une exposition absolument énorme qui se passe sur 1200 mètres carrés, où il y a déjà près de 90 000 personnes qui sont venues. Enfin, c'est magique, en fait, des trucs comme ça. On ne peut pas s'imaginer. Enfin, et quand j'y suis allé, il y avait des tramways avec mon travail. Oui, ça, c'est impressionnant de voir des tramways avec ces illustrations. Etc. Et ça, c'est incroyable. Enfin, j'aurais jamais imaginé. Et c'est vrai que l'accueil et ce que les gens peuvent vous dire, parce qu'en plus c'est vrai que quand on se déplace à l'étranger, les gens savent qu'on ne va pas y aller toutes les 3 minutes. On va dire quand même que les Français sont plus habitués, donc sont moins expansifs, disons. C'est vrai que quand on va comme ça à l'étranger, c'est super émouvant. Enfin, c'est vraiment quelque chose, ça rebooste, ça... Parce que c'est vrai que c'est des métiers où parfois on se dit,
je passe 98% de mon temps à faire ça. Est-ce que je passe pas à côté quand même de trucs? Est-ce que La rencontre. Voilà, parce que c'est un métier très solitaire. Faire un livre, on le fait on le fait dans un atelier. On est bloqué. On peut dire clairement, un artiste, en vrai, il a une vie de confiné. Hein. En vrai, pour le confinement, rien changé pour les artistes. Pour le coup, oui. C'est leur vie au jour le jour. Hein. À part l'inquiétude, objectivement, le confinement, c'est ce qu'on vit. Enfin, c'est ce que je vis depuis 20 ans, en fait. Je vis un confinement depuis 20 ans. Et donc, c'est vrai que ces moments de rencontre, que ce soit les déplacements comme ça, les conférences et tout, c'est des moments d'échange vraiment intenses et qui, en gros, valident un peu tout le reste. Parce qu'on se rend compte que vraiment, ça a un impact sur les gens et vraiment... Il y a des livres, il y a des lectures, il y a des images qui touchent tellement les gens, ils vous le disent, et on se dit, en fait, c'est pas juste des petits Mickey dans un bouquin. En fait, ça va plus loin, ça peut résonner. Bien sûr qu'il y a des gens qui passent à côté. Moi, j'ai un travail qui, de manière générale, est, les gens ont un avis très tranché dessus. C'est-à-dire, soit ils adorent, soit ils détestent. Hein. Donc, il y a aussi des gens qui vraiment... ça leur pique les yeux, quoi. Mais il y en a certains où vraiment ça va les émouvoir, ça va les toucher. Et ça, c'est vraiment magique. Moi, ce qui est assez amusant, tu vois, je suis aussi co-auteur de livres pour enfants. Et donc, on se retrouve souvent dans des salons avec Benjamin. Et quel que soit le lieu en France, Benjamin, il a quelques fans, mais qui sont des gens très respectueux, très gentils. Je pense à Maëlys et Béatrix, par exemple, mais il y en a plein d'autres. Et ils vont à chacune des dédicaces. Et ils font dédicacer chacun de leurs livres ou même font dédicacer pour d'autres personnes. Et ce qui est hallucinant, tu vois, mais toujours dans un très grand respect. Ils sont toujours là pour lui. Et moi je trouve ça très, 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 très beau de voir ces gens quand même qui consacrent quand même une demi-journée, une journée, tu vois, de leur semaine pour rencontrer Benjamin alors qu'elles l'ont déjà rencontré 30 ou 50 fois, quoi. Olivier, oui. Vous êtes également auteur. Je crois. Co-auteur, oui, de livres pour enfants avec mon frère jumeau Laurent. D'accord. Et quand pourrons-nous découvrir vos créations ? Alors, ça fait 10 ans qu'on fait Azuro avec mon frère jumeau Laurent. Et Benjamin nous a d'ailleurs donné énormément de conseils. Hein. C'est ça qui est marrant. Benjamin est 10 ans plus jeune que moi. Et pourtant, c'est lui qui a la plus grande maturité éditoriale et m'a donné énormément de conseils, ainsi qu'à mon frère jumeau Laurent. Et donc, ça fait 10 ans qu'on fait ce personnage d'un dragon bleu qui crache du feu, que même Benjamin... De l'eau. De l'eau, pardon. De l'eau. On voit que je suis troublé. Je suis troublé de parler de mon travail. Mais à côté de Benjamin. Que tu l'avais fait c'est ça qui est émouvant aussi dans ce projet, c'est que c'est un projet qu'il a fait, Olivier Azuro, cette série chez Ozu, qui, parce qu'il avait Moi, j'ai une fille qui est handicapée mentale, elle a le syndrome de Williams. C'est-à-dire que ma fille a 15 ans, mais a 3 ans d'âge mental. Et donc, on a créé avec mon frère il y a 10 ans, c'est même une impulsion de mon frère, qui a dit « Ah, mais c'est ce qu'on avait créé à l'âge de 16 ans. » On en avait 39 quand il est sorti. Et mon frère a dit, écoute, on dirait qu'on a créé ce texte pour Maël. Parce que c'est un dragon qui est différent. Au lieu d'être rouge, vert ou noir, il est bleu. Au lieu de cracher du feu, il crache de l'eau. Et donc, on a fait ce livre-là. Puis on s'est dit, c'est un one-shot, c'est terminé. Il n'y aura qu'un seul tome. Et puis, finalement, au bout de 10 ans, on est à 15 tomes. La série sort en dessin animé sur TF1 en janvier. Et non, c'est magnifique de vivre ça. Et là, ce qui a un côté aussi qui est génial, l'amitié avec Benjamin, c'est ça. C'est-à-dire que Benjamin, je dis que du bien de lui. Hein, ça va être, on va voir que vous êtes payé pour ça, Olivier. Non, c'est très drôle. Moi, je l'ai pas payé. Hein. Là, tu vas voir, Pauline, tu vas comprendre tout de suite, parce que Benjamin, en vrai, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui écoute toujours. Il a toujours une oreille tendue, qui entend. Et un de ses meilleurs amis, qui est Étienne Friès, dont il a fait un livre avec lui, Benjamin, en tant que directeur de collection. Et écoute, il entend que Étienne veut faire un livre jeunesse de dinosaures, et il sait que nous, Laurent et moi, on voulait en faire un aussi en tant que scénariste. Et donc, il parle à son éditrice, Benjamin, et il lui dit, tu devrais faire un livre avec Laurent et Olivier et Étienne, et tu verras, ça sera génial. C'est-à-dire qu'en vrai... c'est Benjamin qui était à l'essence de ce livre qu'on sort au mois de septembre, quoi. Sans Benjamin, cette nouvelle série n'existerait pas. Elle va être géniale. Hein. Ouais. Tu peux dire le titre ou pas encore ?
Oh bah oui, on peut. Moi, ce sera Raptor, c'est l'histoire d'un dinosaure enquêteur. En fait, c'est un commissariat de dinosaures. Et alors, évidemment que tout va changer, parce qu'il faut s'imaginer. Imaginez, t'es un vélociraptor, mais tu veux arrêter un T-Rex. C'est compliqué. Et à l'opposé, comment les cellules elles se passent? Parce que entre la variété des dinosaures, il y a des dinosaures qui faisaient 12 cm, il y en a qui faisaient 8 mètres. C'est compliqué. Pour quand tu prends les empreintes, tout passe dans une autre dimension. Et c'est en plus parce que Étienne, il amène un côté un peu. C'est un commissariat de dinosaures années 80. Donc voilà. Et là, ça dit tout. Parce que il y a WAM il y a aussi un côté logique, parce que mon frère et moi, on est nés dans les années 70, en 74, et donc nos références, c'est Starsky Hutch. Et donc, évidemment, t'as un espèce de... En vrai, ça sera une série un peu pierre à feu, mais un peu les personnages principaux, c'est les Starsky Hutch, quoi. Donc, le mélange graphique que voulait Étienne, plus nous, on voulait un peu ce côté série années 80, c'était parfait, quoi. Non, mais moi, j'ai vu les on se marre bien, quoi. C'est comme avec Benjamin. Mais ça, c'est magique aussi de voir éclore. On peut imaginer toujours comme ça, avoir une impulsion. Et il y a toujours cette magie. En tout cas, moi, j'ai la magie, que ce soit quand je suis directeur de collection ou là, même quand je vois des amis créer des livres, c'est magique, en fait, de voir ça. Éclore un projet et puis de le redécouvrir via le prisme, après en avoir parlé, de le découvrir comme ça, des mots, des images, une narration... Et une magie qu'on n'aurait pas pu imaginer, en fait. Ça, je trouve ça vraiment toujours quelque chose de formidable, quoi. Accompagner Benjamin pendant 2, 3, 4 ans sur une exposition à venir, ou le voir, lui, accoucher d'un livre, c'est vraiment un accouchement. Hein. C'est vraiment assister toute cette phase de création, comme la création d'un livre. C'est vraiment la partie la plus... passionnante. C'est-à-dire que quand tu arrives le jour du vernissage, en vrai, tu es un peu une espèce de... Moi, il m'est déjà arrivé d'être au bord des larmes. Tu sais, tu t'es arrivé, tu es au bout d'un épuisement parce que c'était un gros cheminement. Il faut dire aussi que c'est l'épuisement. Ouais, c'est vraiment d'épuisement. Parce qu'il arrive, moi je me rappelle, bon là, le dernier non, mais non, il y a eu des vernissages où j'arrivais un peu à la bourre au vernissage, et j'arrivais avec la dernière pièce, parce que t'avais le cadre qui était prêt, mais l'œuvre qui n'était pas terminée, et on la mettait en cadre, alors qu'il y avait déjà des gens dans la galerie et tout. C'est-à-dire que c'est quand même souvent des trucs sur le fil, parce qu'il y a toujours des idées, il y a toujours quelque chose qu'on veut... Donc c'est, en général, le jour du vernissage, on est... Mais plus que le stress, c'est vraiment l'émotion, tu sais, c'est d'avoir accompagné pendant 9 mois Pauline, un bébé, et là, tu sais, c'est de dire, t'as passé toute cette énergie, et puis tout d'un coup, c'est fort, et que tu vois tu y crois, puisque tu le fais. J'accompagne Benjamin parce que je suis, je pense, le premier fan de son travail. J'admire sa pensée, ses créations, sa manière de peindre. En plus, j'ai vu l'évolution graphique de Benjamin sur 14 ans. Pour moi, à un moment où il arrivait au premier tome des Contes Macabres, il s'est passé un truc, quoi. Graphiquement, il a explosé, Benjamin. Et depuis, ça a été explosion sur explosion. Il est parti, il allait de plus en plus loin sur les détails de ses illustrations. Il est parti de plus en plus grand. T'avais des originaux qui faisaient 30 ou 40 cm, le plus grand format. Et d'un coup, t'es arrivé à des originaux plus d'1 mètre. Et donc, évidemment, plus il travaillait grand, il peut exprimer beaucoup de choses sur un petit format. Mais là, il peut exprimer encore plus de choses. Et donc ça, c'était... c'est très émouvant de voir, tu sais, aussi l'évolution du travail. L'évolution artistique. Ouais. Et Benjamin, quels sont vos projets alors à venir ? Alors, on a des projets ensemble, déjà, avec Olivier. De nouveaux enfants ensemble. De nouvelles expositions et livres. Là je suis en train de finir un livre qui va apparaître d'abord en Italie et ensuite en France, qui va s'appeler « Histoire de femmes samouraïs ». C'est un livre que Sébastien Pérez et moi avons coécrit qui traite en fait de ce sujet qui est quand même hallucinant, puisque
totalement méconnues et absolument pas traitées par les Japonais eux-mêmes, alors qu'il y a quand même une quinzaine de femmes samouraïs à travers le temps, dont certaines étaient même jusqu'au 19e et 20e siècle. C'est-à-dire qu'on a des photos, on a des tas et des tas d'éléments, mais personne n'a jamais raconté leur histoire. Donc là, on leur redonne une voix et c'est assez passionnant parce qu'évidemment, on a fait un gros travail de recherche, c'était 2 ans en fait de recherche, parce qu'au départ je voulais trouver des textes en fait, mais il n'y en avait pas, donc c'est ce qui nous a amené un petit peu à les écrire. C'est la tradition orale. Il y avait de la tradition orale, puis en fait il y avait en fait la société japonaise, c'est une société ultra patriarcale en aucun cas on va valoriser des traits de caractère pour des femmes qui ne sont pas ce qu'on estime être leur précaré, quoi. C'est-à-dire que en gros, ce qu'on va valoriser chez une femme dans la littérature japonaise, c'est sa beauté, sa douceur, sa délicatesse, ses manières. Ça va pas être son érudition, sa force, sa combativité, etc. Et donc, évidemment, des figures de femmes, il y en a certaines qui ont quand même dirigé des armées de 3-4 000 hommes, comme Tomoe Gozen. Ça, on ne va pas du tout le valoriser. Ou Nakako Takeko, qui a créé une armée de femmes, quand même. C'était des trucs incroyables. Donc, du coup, ce livre-là, en fait, ça va être une très grande exposition aussi à Milan. À Tenoa, donc je suis en plein là-dedans, en train de préparer l'expo qui est un très gros morceau, toute la scéno, etc., et finir le livre. Donc ce livre-là paraîtra ensuite en France dans une toute nouvelle maison d'édition qui s'appelle les éditions Oxymore, mais qui sont dirigées par mes 2 mêmes éditrices, Clotilde Vu et Barbara Canepa, et Mourad Boudjelal, qui était mon tout premier éditeur, qui m'avait signé quand j'avais 19 ans chez Soleil. Et puis, fidèle donc. Voilà, même quand il crée des nouvelles maisons d'édition. et en fait, ensuite, je vais faire un autre livre avec eux, qui sera le portrait de Dorian Gray. Et puis je vais faire aussi un autre livre avec Sébastien Pérez aussi, mais qui sera là chez Margot. Et je laisse la surprise du sujet parce que c'est un sujet chouette. Voilà. Tout ça, c'est en 4 mois. Hein. Non, c'est d'ici à l'automne. Tout ça, c'est pour l'automne 2023. Voilà. On a hâte Benjamin Lacombe et on a hâte également Olivier Souillet. Merci à tous les deux d'avoir accepté la proposition du CNL de participer à cet épisode consacré à l'illustration jeunesse et à sa star, Benjamin Lacombe. Ouais. Merci Pauline. Merci beaucoup.